23 décembre 2025. Dans 8 jours, le Mexique doit livrer 250 millions de mètres cubes d'eau aux États-Unis. Sinon, Trump appliquera des sanctions commerciales. Cet ultimatum n'est qu'un symptôme d'une tension plus profonde entre deux voisins qui partagent une histoire compliquée. Il y a 177 ans, la moitié du territoire mexicain est devenue américaine. La Californie, le Texas, l'Arizona, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique. Ces États étaient mexicains. Aujourd'hui, alors que Trump multiplie les pressions sur Mexico, une question se pose. Qui détient réellement le pouvoir dans cette relation ? Décembre 2025 marque un moment particulier. Trump s'attaque au Mexique sur 3 fronts en même temps. Premier front, l'eau. Le 9 décembre, Trump publie un message. Le Mexique doit livrer l'eau promise, sinon des taxes de 5% frapperont les produits mexicains. Il invoque un vieux traité de 1944 sur le partage du Rio Grande et du Colorado. Le problème, le Mexique traverse la pire sécheresse depuis des décennies. L'eau disponible a diminué de 64% depuis l'an 2000. Trump demande de l'eau qui n'existe plus. Deuxième front, le commerce. En mars, Trump avait déjà imposé 25% de taxes sur les importations mexicaines. Le Mexique a réagi en envoyant 10 000 soldats à la frontière. Trump a reculé, suspendant les taxes. Mais la menace plane toujours. L'économie mexicaine souffre, croissance en chute libre, récession au dernier trimestre 2024. Troisième front, le Venezuela. Le 18 décembre, Trump impose un blocus naval contre Caracas. Il accuse le Venezuela d'avoir volé du pétrole américain. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum réagit immédiatement. Elle propose de servir de médiateur. Le Brésil la rejoint. La Russie et la Chine soutiennent cette initiative. Washington se retrouve isolé dans sa propre région. Ces 3 dossiers convergent vers une réalité. Le Mexique refuse de céder. Mais pourquoi cette résistance ? Pour comprendre, il faut revenir 177 ans en arrière. Le 2 février 1848, le Mexique signe le traité de Guadalupe-Hidalgo. En une signature, le pays perd 1,36 million de kilomètres carrés. La moitié du Mexique devient américaine. Le Texas, la Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, des morceaux du Colorado et du Wyoming. Le prix, 15 millions de dollars. Comment en est-on arrivé là ? En 1845, le président américain James Polk veut la Californie. Il propose d'acheter ces territoires pour 25 millions de dollars. Le Mexique refuse de vendre, alors Polk trouve un autre moyen, la guerre. Il envoie le général Zachary Taylor construire un fort sur le Rio Grande dans une zone que le Mexique considère comme son territoire. Le 25 avril 1846, une patrouille américaine est attaquée. 11 soldats meurent. Polk déclare au Congrès « Le Mexique a tué des Américains sur le sol américain ». Le Congrès vote la guerre. Un jeune politicien de l'Illinois nommé Abraham Lincoln pose une question embarrassante. Où exactement ces soldats sont-ils morts ? Lincoln affirme que Polk a provoqué cette guerre. Il perd son siège au Congrès pour avoir dit la vérité. La guerre dure 2 ans. L'armée américaine dispose de fusils modernes. Les Mexicains combattent avec des mousquets vieux de 30 ans, datant des guerres napoléoniennes. En septembre 1847, les Américains entrent dans Mexico. Le bilan : 25 000 Mexicains tués, 13 000 Américains morts, dont seulement 1 700 au combat, les autres emportés par les maladies. Le traité de 1848 met fin à la guerre, mais pas à l'histoire. En 1853, les États-Unis en veulent encore plus. Ils achètent 76 800 km supplémentaires pour construire une ligne de chemin de fer. Ulysses S. Grant, qui deviendra président des États-Unis après avoir combattu dans cette guerre, dira plus tard qu'elle était injuste. Mais le mal était fait. Flash forward 177 ans. Le Mexique de 2025 n'a rien à voir avec celui de 1848. Trump pense qu'il peut traiter le Mexique comme un pays faible. Les chiffres racontent une autre histoire. Le commerce entre les deux pays dépasse 800 milliards de dollars par an. Le Mexique vend pour 500 milliards aux États-Unis. Mais les États-Unis vendent aussi pour 300 milliards au Mexique. Trump menace de taxes, les deux économies souffrent. Voilà pourquoi Trump a dû reculer en mars, il a imposé ses 25% de taxes, puis les a suspendus, puis suspendus encore. Parce que augmenter le prix des produits mexicains, c'est augmenter les prix pour les consommateurs américains. Les chaînes d'approvisionnement sont tellement intégrées qu'une usine au Texas utilise des pièces fabriquées au Mexique.
Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine, comprend ce rapport de force. Elle ne menace pas de représailles. Elle expose simplement les contradictions. Trump accuse le Mexique d'être un narco-État. Elle répond « Les armes qui arment les cartels viennent des États-Unis ». Elle retourne l'argument. Sur le Venezuela, Sheinbaum joue une carte différente. Elle se positionne comme médiateur. Le Brésil, la Chine, la Russie la soutiennent. Trump se retrouve isolé en Amérique latine. Le président colombien enfonce même le clou. Si Trump parle de territoires volés au Venezuela, qu'en est-il du Texas et de la Californie volés au Mexique? Vladimir Poutine avait fait la même remarque en 2021 après l'annexion de la Crimée, pour pointer l'hypocrisie occidentale sur les questions territoriales. Les chiffres racontent une histoire que personne ne dit à voix haute. En Californie, 40% de la population est d'origine latino-américaine. Au Texas, 39%. Au Nouveau-Mexique, 49%. En Arizona, 31%. Ces territoires américains depuis 1848 redeviennent hispanophones. Dans la ville de Calexico, à la frontière, 97% des habitants sont d'origine latino-américaine. Los Angeles, San Antonio, Santa Fe gardent leurs noms espagnols. L'espagnol n'a jamais vraiment quitté ses terres. Le traité de 1848 promettait que les Mexicains vivant sur ces territoires deviendraient citoyens américains et garderaient leurs terres. Aucune de ces promesses ne fut tenue. Ils n'obtinrent la citoyenneté qu'en 1912. Leurs terres furent saisies par des procédures juridiques, parce qu'ils étaient considérés comme non blancs et catholiques. Aujourd'hui, la frontière de 3145 km voit passer 181 millions de personnes par an, 5 millions de véhicules, 4 millions de conteneurs. La frontière n'est pas une barrière, c'est une zone d'échange permanent. Les villes frontalières créent une culture hybride. La Tex-Mex dans la nourriture, la musique, l'architecture. Des millions de gens vivent des deux côtés, travaillent d'un côté, dorment de l'autre. Des chercheurs parlent d'une identité mex-américaine, ni totalement mexicaine, ni totalement américaine. Voici ce que Trump ne veut pas admettre. Les États-Unis ont besoin du Mexique autant que le Mexique a besoin des États-Unis. L'industrie automobile américaine dépend des usines mexicaines. Les voitures assemblées aux États-Unis contiennent des pièces fabriquées au Mexique. Les fruits et légumes dans les supermarchés américains viennent du Mexique. Les restaurants américains emploient des cuisiniers mexicains. L'économie américaine s'est construite sur cette intégration. Le Mexique est la 15e économie mondiale, 130 millions d'habitants, une classe moyenne qui grandit, une industrie qui se modernise. Ce n'est plus le pays pauvre de 1848. L'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada structure ces échanges. Trump lui-même a renégocié cet accord pendant son premier mandat. Il ne peut pas simplement l'ignorer maintenant. Depuis 2007, l'initiative de Mérida régit la coopération sécuritaire. Les États-Unis ont dépensé 3,5 milliards de dollars pour aider le Mexique à combattre les cartels. Mais cette aide vient avec une présence américaine accrue sur le sol mexicain. Services de renseignement, conseillers militaires, équipements de surveillance. Entre 2001 et 2017, les États-Unis ont investi plus de 100 milliards de dollars pour militariser la frontière. Murs, drones, caméras, patrouilles. Cette militarisation a rendu les traversées plus dangereuses. Plus de 6000 migrants sont morts dans le désert entre 2001 et 2017. Un détail souvent ignoré. Depuis la crise de 2008, plus de Mexicains rentrent au Mexique qu'ils n'en partent vers les États-Unis. Le flux migratoire s'est inversé. Revenons à la question posée au début. Le Mexique pourrait-il récupérer ses terres? Militairement, non. L'armée américaine reste la plus puissante du monde. Le Mexique ne revendique d'ailleurs pas ses territoires. Aucun politicien mexicain ne propose de reconquérir la Californie. Mais voici la réalité. Ces territoires redeviennent mexicains sans qu'un seul coup de feu soit tiré, par la démographie, par la culture, par la langue. La population latino-américaine grandit plus vite que les autres. Dans 20 ans, le sud-ouest américain sera majoritairement hispanophone. Trump peut construire tous les murs qu'il veut. Il ne peut pas arrêter cette transformation. Sur le plan diplomatique, le Mexique joue une partie plus subtile. Il ne défie pas directement les États-Unis. Il construit des alliances, avec le Brésil en Amérique latine, avec la Chine pour le commerce. Il se positionne comme un pays qui défend le droit international et la souveraineté. Cette stratégie porte ses fruits. Quand Sheinbaum propose de médier dans la crise vénézuélienne, elle n'est pas seule. Le Brésil, la Chine, la Russie sont avec elle. Trump se retrouve isolé.
L'ultimatum sur l'eau du 31 décembre est un test. Que va faire le Mexique? Il ne peut pas livrer une eau qu'il n'a pas. Va-t-il négocier? Va-t-il résister? Va-t-il trouver un compromis? La réponse révélera beaucoup sur l'avenir de cette relation. Si Trump applique ses sanctions et que l'économie américaine en souffre, il montrera ses limites. Si le Mexique cède complètement, il montrera sa faiblesse. Le plus probable, un compromis qui satisfait personne mais évite l'escalade. Mais au-delà de ce dossier immédiat, la tendance est claire. Le Mexique de 2025 n'acceptera plus d'être traité comme celui de 1848. La démographie, l'économie, la géopolitique jouent en sa faveur. Trump peut menacer. Sheinbaum peut résister. Parce qu'elle sait que le temps travaille pour elle. Les terres cédées en 1848 ne reviendront jamais officiellement au Mexique, mais elles redeviennent mexicaines par d'autres moyens, plus lents, plus profonds, plus durables. Dans 8 jours, nous saurons si Trump applique ses sanctions. Dans 8 jours, nous verrons comment le Mexique répond. Mais quelle que soit l'issue de ce bras de fer, une chose est sûre, la relation entre ces deux voisins a changé, pour toujours. Si vous voulez suivre l'évolution de cette crise et comprendre ce qui se passe réellement entre les États-Unis et le Mexique, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne rien manquer, partagez cette vidéo avec ceux qui s'intéressent à la géopolitique réelle, pas celle des grands médias. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour suivre cette histoire.